Bonjour, bonjour tout le monde, à toutes et à tous. Bonjour à tous. Pas tous. Il est donc pile 11 heures. Alors, on va évidemment attendre encore les retardataires 2-3 minutes. Donc, je pense qu'on va lancer vers 11h02, mais en introduction. Donc, pour ceux qui sont là déjà, bienvenue, bienvenue tout le monde sur ce webinaire qui est organisé aujourd'hui par Memobank et Agicap. On est super enthousiaste à l'idée de cette collaboration parce qu'on est persuadé qu'il existe une très belle complémentarité entre nos deux marques. Ce matin, on va parler de crédit. On va essayer de vous donner un maximum de pistes en lien avec la conjoncture actuelle. Et en attendant, vous devriez l'avoir dans l'onglet sondage, un sondage rapide pour avoir un peu de visibilité sur vos projets de financement 2023. Et on lance donc officiellement dans 1 minute. Alors, on a aussi une option si vous n'avez pas de projet d'investissement pour le moment, ce qui est la dernière. Mais on a pas mal de choix par au-dessus. Ça va nous donner des billes et du concret pour la suite, donc allez-y. Bonjour à tous ceux qui me disent bonjour. Alexandre, Benjamin, André. Bonjour à tous. Ouais, c'est cool, on a déjà du monde. Parfait. Est-ce qu'on a les résultats en direct du sondage? Non. Pour voir les tendances déjà. Si, on peut voir les tendances. Alors, on a quelques premiers votes qui sont arrivés. À vous de jouer juste avant qu'on lance la suite. Ah, déjà des belles tendances qui se démarquent. Ouais. Ok, il est 11h02, donc c'est parti. Alors avant de commencer, petit rappel, donc le webinaire va être enregistré et le replay sera envoyé par email. On a prévu entre 30 et 40 minutes pour suivre notre déroulé et entre 10 et 15 minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, on va évidemment répondre avec le plus grand plaisir à la fin de cette présentation, mais on vous invite vraiment à commencer à les poser au fil de l'eau sur l'onglet de droite. Donc, à un moment, vous avez un onglet questions. Donc, on y répondra à la fin et vous pouvez évidemment chatter en direct avec nous. Du coup, sur le slide d'après, merci beaucoup, Pauline. Alors, merci aussi à Pauline qui va dérouler les côtés Agicap, qui va dérouler les slides. Merci à toi. Donc, du coup, aujourd'hui, nous sommes 3 pour pouvoir animer ce webinaire. Pour ma part, je suis Brice, directeur commercial chez Memobank, et je fais juste un petit aparté sur Memobank pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, Memobank dispose d'un agrément d'établissement de crédit qui nous a été délivré par l'ACPR et la BCE en juin 2020, au même titre qu'un Société Générale ou qu'un BNP Paribas. C'était un événement inédit en France depuis 50 ans pour une banque créée ex nihilo. Memobank a été conçu par des chefs d'entreprise pour des PME françaises et européennes déjà structurées et multibancarisées. On propose des solutions de flux, mais aussi de crédit pour accompagner nos clients dans leurs projets de croissance, de BFR, de recrutement, etc. Guillaume, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors, je suis Guillaume, je suis responsable de notre équipe de chargés d'affaires chez Memobank. Et j'anime ce webinaire avec Brice pour la partie Memobank parce que j'ai moi-même été chargé d'affaires pendant plusieurs années, que ce soit chez Memobank, mais aussi dans des banques traditionnelles. Du coup, j'ai une vision assez fine de comment monter, étudier, analyser un dossier de financement et comment le défendre en interne. Donc, je te laisse te présenter. Ouais, ravi de vous retrouver ce matin également. Alors, je serai le porte-drapeau d'Agicap de mon côté pour ce matin, avec Pauline du coup à mes côtés. Je suis responsable de l'équipe formation client. Donc, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner chacun de nos clients dans leur prise en main de l'outil pour qu'ils en exploitent au plus vite le plein potentiel et donc en tirent aussi un excellent retour sur investissement. Top. Donc, vous imaginez, ce thème n'a pas été choisi au hasard parce que, évidemment, 2022 est une année particulière du fait de la conjoncture actuelle, entre inflation, ralentissement de la croissance, augmentation d'intérêts. Donc, finalement, de quoi se poser pas mal de questions quand on dirige les finances d'une entreprise.
Mm, effectivement, et on a surtout forcément l'inflation qui nous saute aux yeux là en ce moment avec un taux de plus de 6% en France et qui pourtant est encore bien en dessous des moyennes européennes. Voilà, on a plusieurs facteurs, hein, forcément l'après-contexte sanitaire, on a forcément le contexte géopolitique, énormément de facteurs qui peuvent expliquer cette inflation. En tout état de cause, cette inflation a un impact sur la santé terrain, on va dire, sur la santé financière des États et des entreprises au quotidien. Et un impact également on le voit ici, sur la croissance en soi, avec l'OFCE qui dégrade assez régulièrement les chiffres de croissance. Là, pour 2022, on a encore eu l'été dernier une baisse de 2,7 à 2,4% par exemple. Donc, on voit vraiment un impact direct de cette inflation sur l'économie réelle. En termes de croissance, mais aussi en termes de taux directeur. Et ça, c'est forcément en lien direct avec notre présentation du jour. Voilà, on a depuis plusieurs années été habitué à être sur un territoire négatif de taux. Aujourd'hui, les taux ont été relevés à plusieurs reprises. On a un principal taux de refinancement qui est carrément à 2% actuellement. Donc, pas mal de conséquences sur l'économie réelle, comme on le voit. Quelles conséquences même côté banque, du coup, Brice? Alors déjà, c'est vrai qu'on parle pas mal dans l'actualité, quand on parle de crédit, des crédits immobiliers aux particuliers. Il faut vraiment déjà comprendre que c'est un fait. Les prêts sont différents pour un particulier et une entreprise, puisqu'en B2B, il n'y a pas de taux d'usure. Donc, pour les entreprises, le coût de l'emprunt va forcément augmenter et on n'a pas besoin de sortir notre boule de cristal pour se mettre d'accord sur le fait que les taux ne vont pas rebaisser tout de suite. Donc, même si ce contexte va amener des complications, ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas compter sur le crédit et donc sur vos banquiers pour financer vos investissements. Notre position, c'est de dire qu'il ne faut pas avoir peur de la dette. La dette, c'est du cash disponible tout de suite et donc de la visibilité. Et même si les taux d'intérêt montent, ils demeurent généralement inférieurs à l'inflation. Il faut donc éviter absolument l'autocensure en matière de crédit. Parlez de vos projets à votre ou vos banques. Ce n'est pas nouveau, il y a souvent des opportunités, même dans ce type de contexte économique. Donc, vous voyez les bons réflexes pour obtenir un prêt de votre banque. Donc, notre objectif dans ce webinaire, c'est de vous donner le plus de billes possible pour parler le langage de banquier. Alors, certes, chacun son métier, mais vous le savez, dans toute négo, comprendre les enjeux et les organisations de votre ou vos interlocuteurs, en l'occurrence celui d'un chargé d'affaires dans ce cas-ci, vous donnera, en tout cas c'est ce qu'on pense, un avantage non négligeable. Tout ce que nous allons vous présenter sont des best practices recensées par le cumul d'expérience de notre équipe de banquiers et notre équipe risque, qui viennent tous des grandes banques chez lesquelles vous êtes actuellement clients, sauf pour ceux qui sont déjà clients évidemment chez Memo Bank. En ce qui concerne les thèmes, donc il y en a 3. On va d'abord commencer par vous expliquer ce qui se passe en interne dans une banque, quel est le processus d'octroi. Puis on va s'attarder sur les projets de financement et ensuite faire un zoom sur la préparation de votre dossier financier et notamment parler de l'analyse financière du banquier. Lorsqu'on transmet à la banque son compte de résultat et son bilan, cela permet au banquier d'analyser un ensemble de ratios bilanciels ou d'indicateurs d'activité. C'est ultra important pour l'étude du dossier, mais c'est imparfait parce qu'il s'agit de la photo de votre activité à un instant T, au 31 décembre de l'année précédente par exemple. Mais ça ne donne pas suffisamment de granularité sur votre activité. Demandez à n'importe quel chargé d'affaires et il vous confirmera que lui présenter un prévisionnel de trésorerie à jour les aide à démontrer le sérieux de leurs clients dans leur gestion du cash. Et c'est là qu'on pense justement que Agicap peut être d'une très, très grande aide. Je t'en prie. Ouais, effectivement, n'étant personnellement pas banquier, je suis très curieux de savoir comment un dossier est étudié justement. Est-ce qu'on a ici, Brice, des schémas communs, des grandes étapes qui sont communes, oui, à toutes les banques? Ouais, on a essayé de vous les résumer ici parce que dans les grandes lignes, le parcours d'octroi est similaire, même si cela en fait peut être vraiment différent en fonction, enfin, ne peut pas être complètement différent, mais il peut y avoir des particularités de la façon dont fonctionne votre banque. Si elle est nationale, régionale, mutualiste, coopérative, parce qu'à l'intérieur, les chargés d'affaires n'ont pas forcément les mêmes pouvoirs de délégation. Donc, notre tout premier conseil, c'est déjà de bien identifier dans quelle catégorie de banque fait partie votre banque, mais aussi, et ça c'est le second, et il faut être extrêmement transparent avec votre chargé d'affaires, demandez-lui quel est son schéma de délégation, jusqu'à quel montant il peut décider, jusqu'à quel montant son directeur d'agence peut décider.
Mais indépendamment de ce schéma de délégation, vous pouvez le voir, il y a 4 grandes étapes. D'abord, évidemment, l'échange avec votre chargé d'affaires, l'étude du chargé d'affaires, le comité de crédit qui va rassembler la direction des risques et la direction commerciale, et enfin, évidemment, la décision. Alors, évidemment, il s'agit du processus parfait, sans aller-retour. Vous le savez très bien pour ceux qui ont de l'expérience et qui ont déjà présenté des dossiers de financement à leurs partenaires bancaires. Ça peut prendre beaucoup plus de temps. Et le plus gros problème, c'est qu'il peut y avoir des allers-retours parce qu'il va manquer des documents, des informations essentielles sur l'activité, l'organisation de l'entreprise ou sur le projet de financement, du temps pris sur l'obtention des garanties. Et petit aparté là-dessus, chez Memobank, on a vraiment voulu revoir ce processus de décision, non pas ces 4 grandes étapes qui sont les mêmes, mais mettre dans la main de nos banquiers, de nos clients, les meilleurs outils possibles pour éviter ces allers-retours qui sont source de frustration pour vous, clients, mais évidemment pour nous aussi, banquiers. Et du coup, sur le slide d'après, on a vraiment voulu encadrer ces 2 principales étapes sur lesquelles on va se concentrer parce que ce sont, en tout cas, on pense celles sur lesquelles les clients, donc vous, pouvez avoir le plus grand pouvoir d'action. Justement, en tant que dirigeant entreprise, qu'est-ce que je peux faire moi concrètement à mon niveau pour mettre toutes les chances de mon côté? Donc, comme on disait, en fait, il y en a 2. Le premier, c'est la présentation du projet à votre banque et l'échange de documents. Donc, il faut déjà savoir que l'étude d'un dossier va être évidemment différente en fonction de la maturité de la relation entre le dirigeant et son banquier, ou la direction financière et le banquier. Si le banquier juge le dossier de financement intéressant et pertinent, c'est lui-même qui va le défendre en interne. La confiance est donc capitale et on attire vraiment votre attention sur ce point. Le rôle du banquier vis-à-vis de son client, c'est d'abord de comprendre, puis de défendre son dossier en comité de crédit. Vient ensuite l'étude du chargé d'affaires. Il est vraiment important de souligner que le rôle de votre chargé d'affaires est de challenger les informations que vous allez lui transmettre. C'est en tout cas le comportement qui est attendu par les équipes risques qui vont donner le go final, qui devront, elles, ensuite contre-analyser ces notes de crédit. Si l'un de vos ratios financiers peut être, par exemple, en deçà des standards que Guillaume va vous présenter après, votre banquier doit comprendre pourquoi. Et si vous ne lui donnez pas cette information, il va traduire tout seul cette information avec le risque que sa traduction soit incomplète et peut-être dans certains cas fausse. Il faut donc lui fournir le plus de contexte et d'explications possibles, donc une présentation détaillée du projet, de la stratégie, des équipes et de leur rôle est obligatoire. Il ne faut surtout pas être avare sur les informations et les explications données à son banquier pour qu'il puisse bien comprendre le projet et donc mieux le défendre encore une fois. Viennent ensuite les données financières. Évidemment, Guillaume et Com vont revenir sur cette partie après. Attention à ne pas confondre la vue comptable et la vue trésorerie. On a une tendance à se focaliser sur la vision comptable, donc ce qui a été réalisé. Or, il ne faut pas oublier la partie trésorerie et les projections de flux de trésorerie, les encaissements et décaissements en TTC par mois, par exemple. Donc, pour commencer, et après, je vais laisser la parole à Guillaume et à Com. On va d'abord dire quelques mots sur le projet de financement avant de s'attarder sur la partie financière. Ça paraît tout bête, mais le projet de financement est vraiment souvent sous-estimé par les dirigeants et leur direction financière, alors que c'est un point majeur dans la compréhension d'un dossier par les engagements, donc l'équipe risque qui donne le go final dans une banque. Il ne suffit pas d'avoir une situation financière solide et de la trésorerie pour obtenir un accord de crédit. Et je ne pense pas que Guillaume va me contredire sur ce point. Oui, exactement. Parce qu'en tant que banquier, avant de regarder si on peut financer ou non, on va vraiment regarder ce qu'on finance. Et donc là, le premier point, c'est la finalité du projet. On va voir si le projet de financement permet de générer de la croissance, de générer du revenu. Donc ça pourrait être le cas d'une campagne marketing, de recrutement de commerciaux, le lancement d'un nouveau produit, etc. Ou au contraire, si le projet de financement va permettre de réaliser des économies. Donc là, ça va être si on modernise du matériel, si on renouvelle une flotte de véhicules, par exemple. Étudier la finalité, ça revient à étudier la création de valeur du projet. Donc vraiment, qu'est-ce que je vais gagner en tant qu'entreprise, à partir de quand j'ai un retour sur investissement, de combien sera ce retour sur investissement, etc. Et vous, en tant que dirigeant d'entreprise, en tant que directeur financier, il faut expliquer en quoi ce projet de financement a du sens
pour votre activité. Parce que c'est aussi le rôle du banquier de challenger la cohérence qu'il va y avoir entre votre activité et l'analyse économique du projet. Comme, je te passe peut-être la main pour un exemple concret. Ouais, complètement. Mais merci beaucoup, Guillaume, pour ça. On peut prendre un exemple aujourd'hui déjà sur parmi les deux types de projets, se concentrer sur un projet lié à la croissance. Donc là, bon, en plus, ça tombe bien sur le sondage du début de webinaire. J'ai cru voir une tendance assez lourde sur les projets de croissance, de financement de croissance. Imaginons par exemple que vous souhaitez recruter 5 nouvelles personnes. On peut penser à 5 commerciaux donc qui vont être forcément sur le terrain et qui vont tirer du coup du bénéfice en termes de chiffre d'affaires à court moyen terme. On va du coup engager des frais de cabinet de recrutement par exemple si on externalise ce recrutement-là, puis forcément des charges salariales de rémunération avant aussi d'en tirer du chiffre d'affaires supplémentaire selon la durée de montée en compétence aussi de ces nouveaux collaborateurs. Tout ça pour nous montrer avec Agicap, et c'est ce que je vais vouloir vous présenter ici, qu'on peut modéliser ça concrètement à travers ce qu'on appelle des scénarios. On a ici sous les yeux une courbe bleue qui matérialise l'évolution de notre trésorerie d'un mois sur l'autre, donc passé, présent, futur, avec le mois de novembre ici actuel en plein milieu. Cette courbe bleue nous montre finalement l'évolution de la trésor selon ce qui s'est passé. Ça, c'est un constat des flux bancaires, forcément, mais aussi déjà si tout se passe comme prévu, selon des prévisions qu'on aura déjà estimées. Les scénarios servent à décliner cette courbe, finalement, pour lui donner d'autres hypothèses. Donc là, dans notre cas à nous, dans l'exemple d'aujourd'hui de recrutement de 5 commerciaux, je vous propose ici 3 scénarios de recrutement. Un plutôt optimiste, un plutôt neutre et un conservateur. Si je couvre ces 3 cas, c'est parce que, comme nous l'ont très bien expliqué Brice et Guillaume, l'objectif ici, c'est de surtout pas être avare sur les informations transmises à notre partenaire banquier et donc de couvrir un maximum de cas. Un recrutement, finalement, va avoir des impacts forcément côté encaissement comme côté décaissement. Donc, on va le voir ici dans nos tableaux d'encaissement et de décaissement. Mais l'idée, c'est de pouvoir simuler, anticiper différents cas possibles, car on va pas forcément recruter sur le même timing ou on va pas forcément aussi avoir les mêmes durées de montée en compétences. Donc là, je vous propose déjà de se plonger sur un recrutement optimiste, on va dire, un scénario de recrutement optimiste, sur lequel, du coup, on aura forcément, côté décaissement, des charges dans la partie rémunération qui vont augmenter. Déjà, là, on voit, par exemple, imaginons qu'on sollicite un cabinet externe de recrutement dès février prochain pour recruter nos nouveaux collaborateurs et qu'ils arrivent ce mois-ci, le même mois. Donc, c'est pour ça que le scénario est optimiste. On va avoir du coup forcément un impact ici sur nos charges en salaire, forcément, in fine, dans toutes les charges annexes telles que l'URSSAF, par exemple. Et côté encaissement, si on regarde vraiment l'équivalent côté encaissement, on va avoir forcément un chiffre d'affaires qui va évoluer également dans les mois qui viennent. Par exemple ici, 3 mois après l'arrivée des nouveaux collaborateurs, le temps de leur laisser la montée en compétences également. Tout ça pour vous dire que forcément, dans un scénario alternatif, on va se baser du scénario initial, donc notre courbe bleue, qui reste la plus réaliste possible, et on va venir l'adapter avec des encaissements et des décaissements propres et spécifiques, selon chaque cas. Rapidement, forcément, si on bascule côté scénario neutre ou conservateur, on va avoir les mêmes éléments, mais du coup avec des décalages. Par exemple, une montée en compétences qui peut être un peu plus longue, qui peut durer 3, 4, 5 mois plutôt que 2-3 mois, ou alors carrément des retards sur le recrutement, avec un cabinet qui sera toujours sollicité, qui nous sera facturé dès le mois de février, mais qui va peut-être générer ses recrutements 1 ou 2 mois plus tard, le temps de trouver le profil idéal, justement. La dernière étape consistera, une fois qu'on a du coup impacté chacun de nos postes d'encaissement et de décaissement associés, ça consistera à comparer nos scénarios, justement, pour donner toutes les billes à notre partenaire financier. Donc ici, je viens juste afficher en parallèle, en simultané, mes différentes courbes de chacun de mes scénarios en question. Et je vois forcément qu'à partir de fin juin 2023, même début juin pour le coup, mes courbes commencent à s'écarter. Donc, on a un écart de trésorerie qui s'affiche ici. Déjà, visuellement, on en voit 2, la verte et la jaune ici, qui sont très, très proches les unes des autres, contrairement à ce scénario conservateur qui est forcément bien plus éloigné. Ça, c'est purement visuel. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est par exemple se dire, allez, fin d'exercice 2023, si je viens passer ma souris ici, je vois exactement les écarts, non pas que visuels, mais aussi en valeur absolue, voire même en pourcentage, en termes d'atterrissage de trésorerie, prévu selon chaque scénario. Et ça, je peux l'avoir sur chaque mois. Donc voilà.
Et ça, l'étude des scénarios, c'est un vrai atout hein, pour le banquier. Parce que si en plus d'être précis dans la création de valeur, vous pouvez modéliser les encaissements et les décaissements liés à un projet, alors ça le rend vraiment, vraiment beaucoup plus concret, quoi. Après avoir zoomé sur la finalité, ça me semble important de vous parler de l'objet de financement. C'est vraiment essentiel, hein. C'est l'objet de financement qui va déterminer le type de prêt, la durée du prêt, les modalités d'amortissement, le taux, les éventuelles garanties. Bref, en fait, tous les paramètres du prêt vont découler de l'objet du financement. Donc, encore une fois, ce qu'il faut, c'est être extrêmement transparent avec son banquier et précis dans ce qu'on veut faire financer. Complètement d'accord avec toi, Guillaume, mais c'est vrai qu'au-delà de la compréhension d'un projet de financement, du projet de financement lui-même, derrière, il y a l'analyse financière qui est clairement une approche mathématique du crédit avec des ratios clés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Guillaume? Oui, bien sûr. En fait, les banquiers, alors je dis banquiers, ça va être les chargés d'affaires, mais aussi les équipes risques, hein, vont étudier les bilans, les comptes de résultats pour déterminer des soldes intermédiaires de gestion et des ratios. Il y a énormément de ratios financiers, hein. Mon but, ce n'est pas de les lister là, même si c'est très intéressant, ça me prendrait vraiment beaucoup de temps. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est vraiment de faire un focus sur une petite sélection qui a du sens dans notre contexte actuel. On vous a mis aussi sur la slide les normes attendues. Il faut avoir en tête que ces normes-là, hein, ce ne sont pas des vérités absolues, loin de là. La norme permet juste de savoir si vous devez passer du temps pour expliquer tel ou tel ratio. Et ce qu'il faut, j'insiste encore sur ce point, Brice l'a dit déjà, hein, mais c'est de donner un maximum d'informations pour que le banquier puisse interpréter les données. Parce qu'en fait, on ne voit pas tout sur un bilan ni sur un compte de résultat. Et parfois, on a des ratios qui ont des résultats très, très atypiques, alors qu'il y a une explication tout à fait rationnelle à ce résultat-là. Le premier ratio que je voulais vous présenter, c'est le ratio d'autonomie financière qui va mettre en rapport les capitaux propres avec le total bilan de l'entreprise. En gros, ce ratio-là, il va répondre à la question suivante. Quelle est, dans mon patrimoine global, la part de mon capital, de mes bénéfices antérieurs? Est-ce que j'ai conservé ce que j'ai gagné au cours de ma vie d'entreprise ou est-ce que, à l'inverse, j'ai distribué des dividendes? Est-ce que j'ai essuyé des pertes, etc. Ce ratio, c'est un très bon indicateur de la solvabilité, de la solidité de votre entreprise. Donc, il faut absolument le mettre en avant s'il est bon. Le deuxième ratio dont je voulais vous parler, c'est le ratio de partage des risques, qui est juste en dessous. À nouveau, on va mettre en rapport les fonds propres, mais ce coup-ci avec les dettes bancaires. Et ce ratio-là, en fait, il illustre bien le partage des risques qu'il peut y avoir entre, d'une part, les actionnaire et d'autre part, les banquiers. Donc, en le lisant, on se dit, est-ce que les actionnaires sont impliqués? Est-ce qu'ils soutiennent les projets d'investissement de l'entreprise? Ou est-ce qu'à contrario, l'entreprise est plutôt dépendante de ses banquiers? Et ça, c'est vraiment un ratio qui est intéressant aujourd'hui dans un contexte post-Covid, post-PGE, où on a forcément eu une évolution importante de l'endettement. Les deux premiers ratios dont je viens de vous parler, là, qui sont un petit peu sur la gauche, viennent plutôt mesurer la capacité d'endettement. Est-ce que ma structure financière me donne la capacité de m'endetter à nouveau? Les deux ratios suivants que je vais vous présenter tout de suite, on est plutôt sur de la capacité de remboursement. Est-ce que ma rentabilité et les flux générés par cette rentabilité permettent de rembourser mes prêts? Donc, le troisième ratio, ce sera le ratio du coût de la dette bancaire. Ce ratio-là, il va comparer les intérêts qu'une entreprise paye sur ses crédits et ses découverts avec son excédent brut d'exploitation. L'excédent brut d'exploitation qu'on appelle EBE, c'est un indicateur de rentabilité brute. Et si ce ratio-là, il dépasse les 30%, alors on va estimer que les charges financières, elles pèsent trop lourd sur la rentabilité de notre entreprise. Et en fait, quand le coût de la dette est trop élevé, eh bien, ça va vraiment limiter la capacité de remboursement actuelle et future de l'entreprise. En fait, c'est un ratio qui peut être interprété de façon un peu plus brutale. C'est comme si l'entreprise se mettait à travailler exclusivement pour la banque au moins un jour sur trois. Il faut vraiment avoir ça en tête. C'est tout à fait ça.
Alors, faut prendre ce ratio avec des pincettes, hein. C'est parmi les 4 que je vous présente aujourd'hui, c'est presque le ratio qui est le moins déterminant dans une analyse financière. Mais si j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui, c'est parce qu'on est dans un contexte de hausse de taux, avec un coût de la dette qui va forcément augmenter, et ce ratio, il va se dégrader mécaniquement, toutes choses égales par ailleurs. Donc, il faut vraiment l'avoir en tête. Ce n'est pas un ratio qui vous donne accès à du crédit, mais c'est un ratio qui pourra faire que vous aurez plus difficilement accès au crédit. Donc, n'hésitez pas à le justifier si jamais on est un petit peu au-dessus des normes. Et le dernier que je voulais vous présenter, c'est un ratio de capacité de remboursement, donc sûrement le plus important des 4. En fonction des banques, hein, la capacité de remboursement va être étudiée soit en fonction de l'EBE, hein, l'excédent brut d'exploitation dont je vous parlais juste avant, soit de l'EBITDA, qui est l'homologue anglo-saxon de l'EBE. Mais il y a beaucoup de banques françaises qui parlent plutôt qui étudient cette capacité-là avec la CAF, qu'on appelle la capacité d'autofinancement. La CAF, ça mesure les flux potentiels de trésorerie dégagés par votre entreprise. Et cette CAF, elle permet notamment de rembourser vos crédits. Donc, ce ratio de capacité de remboursement va comparer, d'une part, l'ensemble de vos dettes et d'autre part, votre CAF. Et justement, tu peux nous dire un peu quel est le seuil de vigilance côté banquier sur la CAF? Le seuil de vigilance, il est aux alentours de 4. C'est-à-dire qu'il faut 4 années complètes de flux potentiel de trésorerie pour rembourser 100% des dettes bancaires. Au-delà de 4, la banque va considérer qu'il y a un risque, soit que l'endettement est trop important, soit que la rentabilité de la société n'est pas suffisante ou qu'elle ne génère pas assez de flux de trésorerie pour rembourser les prêts. Donc là, moi, je vous parle de flux de trésorerie. Hein, vous comprenez que le banquier, il est très attaché à la vue qu'il peut avoir sur la trésorerie. Et c'est pour ça que les tableaux de bord Agicap apportent vraiment un complément d'information très précieux pour nous. Peut-être que tu peux mettre un peu en perspective. Ouais, c'est le bon moment effectivement pour faire une passe sur ce graphique-là. Donc là, vraiment sur celui qu'on voit tout en haut, ce graphique en ligne, qui nous montre ici finalement l'évolution à travers le temps des remboursements cumulés de prêts qu'on peut avoir. On peut avoir une à plusieurs lignes de crédit en simultané. On va avoir du coup un cumul qui peut être calculé directement sur Agicap et à travers le temps, la mettre en perspective d'un seuil, ici matérialisé par ce seuil rouge, qui finalement équivaut à la capacité de remboursement calculée. Donc là, pour avoir un exemple concret, forcément, on voit cette courbe qui diminue au fil du temps parce que voilà, on est amené à rembourser nos échéances mois après mois. Donc forcément, notre montant total d'encours restant dû diminue. Et donc finalement, c'est ce delta qui va nous permettre de savoir notre capacité à absorber une nouvelle ligne de crédit à un instant précis. Donc voilà, si on prend un exemple concret, on va prendre l'hypothèse qu'on a une capacité de remboursement qui s'élève à 3 millions par an. Et donc ici, si on regarde sur le mois actuel, donc là je vais me placer en novembre, j'ai un montant d'encours total d'emprunt restant à 6,3 millions. Donc finalement, là-dessus, si je le lis sur 4 ans, c'est-à-dire que le delta me permet d'ajouter en fait au maximum 5,7 millions pour ne pas dépasser justement cette capacité de remboursement. Voilà. En tout cas, un premier graphique qui nous permet de suivre notre capacité d'absorption finalement. Ouais, ça c'est super précieux parce que ça reflète vraiment la réalité. La CAF ou l'endettement dont je vous parlais juste avant, ce sont des données qui sont statiques à la date du bilan. Alors que là, avec un graphique comme ça, on a une vision beaucoup plus fine qui va vraiment pouvoir nourrir l'analyse qu'un banquier va faire. Et ça va vraiment nourrir même la manière dont il va défendre le dossier en comité de crédit. Et en plus de ça, avec cette représentation graphique, on peut mieux calibrer un différé d'amortissement, par exemple, ou de savoir à quel moment c'est le plus opportun d'ouvrir une nouvelle ligne de crédit. Oui, tout à fait. Là-dessus, si on voyait aussi que l'analyse tenait aussi du fait de voir dans quelle mesure les flux de trésorerie permettront justement de compenser ce nouveau remboursement. On parlait beaucoup de finalité de projet, mais on a aussi des arguments sous le coude qui résident dans le fait que nos encaissements et décaissements ne sont pas forcément directement liés à notre activité. Donc ça, sont souvent des graphiques aussi qui sont très, très utiles, que vous pouvez fournir à vos partenaires banquiers, bien sûr,
qui permettent justement de distinguer les flux d'encaissement et de décaissement hors exploitation par rapport à ceux qui tiennent justement compte de l'exploitation, de l'activité en tant que telle. Donc forcément, dans le plan de trésorerie, on va pouvoir distinguer nos catégories d'encaissement et de décaissement pour voir ce qui est directement rattaché à l'activité ou non. Et ici, par rapport à cet exemple-là, donc là, on a dézoomé un maximum pour justement donner du recul à notre partenaire et on voit finalement qu'on a un premier trimestre 2022 qui nous donne un encaissement total extrêmement élevé, mais finalement qui réside ici en un encaissement exceptionnel tiré justement d'un emprunt bancaire, donc qui n'est pas lié à l'activité en tant que telle. Par contre, sur tous les trimestres suivants, si on fait finalement un zoom sur cette période-là, donc du deuxième trimestre 2022 jusqu'à fin d'année 2023, compte tenu des prévisions qu'on a prévues sur l'exercice suivant, on voit que globalement, nos décaissements dépassent nos encaissements totaux. Donc là, à la vue de ce graphique, le banquier pourrait se dire, effectivement, on a un encaissement total qui est finalement de l'ordre de l'exception plus que de la norme, en tout cas par rapport à l'activité, et une moyenne qui reste plutôt négative en termes de tendance depuis. Donc, on pourrait y voir et y interpréter une fragilité de la part de nos clients. Et donc, finalement, on va pouvoir mettre ça en perspective de ce deuxième graphique à droite qui va venir se concentrer justement sur l'activité en tant que telle. Et là, effectivement, on voit une différence claire où, au global, les encaissements d'exploitation dépassent les décaissements d'exploitation. Donc, ce qui permet de rassurer Brice, Guillaume et puis tous vos partenaires banquiers sur le fait que votre activité en tant que telle permet de générer des flux de trésorerie et donc, in fine, d'absorber une nouvelle ligne de crédit, comme on l'a vu aussi juste au-dessus. C'est exactement ça, c'est du contexte qui nous est donné, ça c'est génial. On parle ensuite donc de trésorerie. Donc, pour rappel, la trésorerie, c'est ce qui permet à l'entreprise de tourner, ça vous le savez tous et toutes. On peut regarder tous les ratios bilanciels ou les indicateurs d'activité. In fine, le plus important, c'est votre trésorerie. L'analyse des flux de trésorerie permet de déterminer la viabilité du projet. Donc, la banque va déterminer vos cash flows d'exploitation et déterminer sur plusieurs années à partir de ces flux générés la faisabilité du projet. Les cash flows doivent permettre d'investir ou non en fonction de votre stratégie, de rembourser les emprunts, de distribuer les dividendes, de payer l'État, donc l'impôt sur les sociétés. À la fin, la banque détermine ou non ce qu'on appelle, et ce que chaque chargé d'affaires, Guillaume, pas me contredire non plus, qui a déjà entendu dans sa carrière la fameuse impasse de trésorerie qui pourrait remettre en cause le projet de financement que vous avez sollicité. Oui, tout à fait. Et ça, on peut également aussi le traduire finalement d'un point de vue trésorerie dans notre plan de trésorerie ici, justement, avec l'évolution de notre cours de trésorerie qui nous montrerait une éventuelle impasse justement à un instant précis. Donc là, on peut l'anticiper. C'est vraiment le but du jeu, c'est avoir zéro mauvaise surprise et anticiper l'évolution de cette courbe-là. Mais cette courbe est finalement intéressante, mais a besoin d'être complétée par ces tableaux d'encaissement et de décaissement, puisque ces derniers nous donnent finalement bien plus de granularité. Là, on va avoir des montants totaux d'encaissement et de décaissement qui sont globaux mois par mois, sachant qu'on peut bien évidemment aussi les avoir de manière trimestrielle ou hebdomadaire si on a besoin d'avoir plus ou moins de zoom. Par contre, en parlant de zoom, les tableaux vont clairement nous en donner. On va avoir ici non pas un montant total uniquement d'encaissement ou de décaissement qu'on retrouve tout de même dans les premières lignes, mais un détail par poste. Donc là, on va distinguer vraiment les différents postes d'encaissement et de décaissement par catégorie mère, voire même par sous-catégorie. Là, on est comme dans un arbre. On va pouvoir ajouter sur mesure, selon chacune de vos activités, la finesse nécessaire en termes de lecture de trésorerie. Et ça, typiquement, alors sur les encaissements, on va être beaucoup forcément sur du chiffre d'affaires, donc l'exploitation dont on vient de parler sur les derniers graphiques, mais aussi sur d'autres remboursements de TVA obtenus de la part de l'État ou emprunts. Ce qui va être très intéressant et très analysé, surtout, ça va être la partie décaissement, où là, on aura encore plus de volume finalement pour vraiment finement identifier les postes qui aujourd'hui nous pèsent le plus. Et ça peut être très intéressant pour répondre à des questions du type aussi, voilà, j'ai fait un exercice sur lesquels je suis plutôt dans le rouge ou pas satisfaisant par rapport à mes objectifs initiaux. Pourquoi ? On a des écarts entre prévisionnels et réalisés qui sont directement proposés au global et par poste. Et puis, ça permet de pointer du doigt potentiellement un ou deux postes concrets sur lesquels on a un pouvoir d'action rapide, donc avec des actions rapides, justement.
Top. Et ça, c'est vraiment super précieux parce que ça montre à quel moment la société peut rencontrer des tensions de trésorerie, avant même la fameuse impasse de trésorerie. Et du coup, un banquier sait à quel moment il est potentiellement en risque sur son crédit. Et ça, c'est une info super importante. Pour conclure ce webinaire, ça me semble important quand même de rappeler que le métier du banquier, c'est pas de ne prendre aucun risque. Loin de là, son métier, c'est de maîtriser sa prise de risque. Et donc finalement, plus on a d'éléments, plus on a de visibilité, et mieux on peut calibrer le risque et défendre le dossier en interne. Et là, les modélisations d'Agicap sont vraiment complémentaires avec les documents habituels que sont le bilan et le compte de résultat. Et j'insiste, que ce soit chez MemoBank ou dans d'autres banques, notre équipe de banquiers a vu passer des centaines de demandes de financement. Et idem, c'est même encore plus vrai pour notre équipe risque qui fait ça toute la journée. Et d'expérience, il y a vraiment très peu de clients qui ont été capables de fournir une gestion aussi fine de leur PNL, de leur prévisionnel d'activité et de leur prévisionnel de trésorerie. Finalement, avec ce niveau d'information-là, quand vous le communiquez à votre chargé d'affaires, eh bien, vous facilitez l'analyse de votre projet de financement et le processus d'octroi du crédit sera forcément plus rapide, puisqu'on va limiter les allers-retours, toute l'info est communiquée. Et enfin, en donnant autant de visibilité, eh bien, la banque va forcément mieux comprendre le potentiel et les risques de votre projet. Et donc, à coup sûr, vous augmentez vraiment vos chances d'obtenir un accord. Merci à tous pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes qui ont été posées. Oui, j'en vois 3. Je peux répondre à celle d'Arnaud, déjà qui demandait si tous les dossiers de financement de matériel à long terme, 6-7 ans, passent par le département des risques de MemoBank ou bien si l'agence a le pouvoir d'autoriser des financements de moindre montant et si oui, à quel montant. Alors, donc, du coup, nous, juste sur l'organisation de MemoBank, on a des banquiers qui sont partout en France puisqu'on a une politique en full remote. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des chargés d'affaires qui sont à Lyon, qui sont à Bordeaux. Donc, on n'a pas de système d'agence, on est vraiment en national. Et en ce qui concerne les délégations, en fait, nous, on a la chance, pour le moment, et il faut comprendre pourquoi est-ce que les délégations peuvent exister en agence dans une banque traditionnelle. C'est pour répondre aussi à des boulots d'étranglement qui peuvent être faits au niveau des risques. Et donc, comme ça peut être parfois un peu plus lent, on donne des délégations aux chargés d'affaires pour éviter qu'ils aient à passer par les risques et donc d'allonger le parcours d'octroi. La chance qu'on a, nous, aujourd'hui, c'est que oui, tout passe par les risques parce que on a intégré des banquiers qui connaissent bien leur métier, on a réinventé complètement nos parcours, on a réinventé complètement nos outils, et ce qui fait qu'on est capable de monter un dossier de crédit, peu importe le montant, peu importe l'objet de financement, de façon extrêmement rapide et de les faire valider 100% du temps par notre équipe risque, ce qui est, je pense, important étant encore une jeune banque. Donc, pas de délégation, ça arrivera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est juste qu'on n'en a pas besoin. Oui, tout à fait. Je réponds à la question de Jean-Marc pour rebondir sur le commentaire de Priscilla. Effectivement, il y a une coquille. Le taux, c'est bien 2. Pour le partage des risques, ce qu'on va regarder, c'est si la banque ne prête pas plus que 2 fois les fonds propres de l'entreprise. Et je me permets aussi de répondre à André. Peut-on solliciter chez MemoBank un prêt bancaire à 100% d'investissement correspondant de la croissance externe? Donc, pour répondre à cette question, moi, j'en aurais évidemment d'autres. Alors, Guillaume, qui est aujourd'hui responsable de l'équipe de nos chargés d'affaires, connaît très, très, très bien le sujet de la croissance externe. Donc, c'est quelque chose qu'on a évidemment déjà fait, pas quelque chose sur lequel on appuie forcément. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le financement de croissance sur des sociétés d'exploitation parce qu'on sait que le financement immatériel dans la banque traditionnelle peut être assez complexe. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi de BFR, de recrutement. Donc, c'est quelque chose qu'on sait faire, mais il y a plusieurs questions là-dedans. La première, c'est quand on dit 100% d'investissement, ça veut dire sans apport. C'est ce que je peux comprendre. Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne réfléchissez pas à le faire avec votre banque traditionnelle? C'est des questions qu'on peut évidemment vous poser. Donc, avec plaisir pour en parler ensemble et vous mettre en relation avec un chargé d'affaires André. Et il y a plein de questions qui arrivent.
Je vais répondre à la question de Jérôme qui nous pose la question de savoir, de connaître les spécificités des demandes de financement dans le cadre de création d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Memobank, on est plutôt une entreprise dédiée aux PME, pour les PME existantes qui réalisent un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc, du coup, on n'a pas forcément les solutions les plus adaptées dans le cadre d'une création d'entreprise. Ouais, je t'en prie, pardon, vas-y, je t'en prie. Ouais, j'allais en profiter, j'ai une question pour Agicap aussi, donc j'ai envie de vas-y. Alexandre qui nous demande comment monter finalement ces graphiques qu'on a pu voir aujourd'hui, par exemple, quels indicateurs mettre en place pour en bénéficier. On va avoir en fait ici, Alexandre, dans un premier temps, déjà on va automatiser le suivi de trésorerie à travers les connexions bancaires. Donc, on va synchroniser vos comptes bancaires en fait à notre outil pour obtenir les flux d'entrée et de sortie, ce qui va garnir finalement les tableaux d'encaissement et de décaissement et le graphique central que je vous ai présenté dans le plan de trésorerie. Et grâce à ces données-là, on va être capable derrière de mettre en place des ratios directement en termes de ce qu'on appelle des indicateurs clés. Justement, on a une rubrique dédiée dans Agicap. On peut les utiliser derrière pour créer nos graphiques. Donc là, c'est dans les paramètres avancés des graphiques. Et justement, mon équipe est en charge de vous accompagner pour les mettre en place. Vous n'êtes jamais seul pour les faire. L'idée, c'est que voilà, on a soit la donnée grâce aux opérations bancaires et comptables, parce qu'on a aussi potentiellement des factures en attente de paiement. On a donc d'ores et déjà dans Agicap, on va en tirer profit directement lors de la création des graphiques. Soit ce sont des données externes, comme je pense forcément à la CAF, voilà, au capacité de remboursement qui aura pu être calculé au préalable avec votre partenaire banquier. Dans ce cas-là, on va pouvoir l'intégrer dans Agicap comme indicateur supplémentaire qui va venir également s'agréger aux données déjà présentes. Je vais répondre à la question de Bernard. Dans quel cadre pourrions-nous rentrer par rapport au refinancement de caution? Donc, pareil, avant de répondre à cette question, je pense que c'est important de remettre du contexte. La position de Memobank, c'est qu'on pense aujourd'hui que la population de PME n'est pas forcément ultra bien servie en termes de services bancaires. C'est pas parce qu'on arrive sur ce marché avec énormément d'ambition et on en a vraiment beaucoup qu'on a le droit de manquer d'humilité par rapport au travail qui est fait aujourd'hui par les banques traditionnelles. Le portefeuille, le catalogue produit d'une banque traditionnelle est extrêmement vaste. On ne peut pas dupliquer le catalogue produit d'un BNP ou d'un Crédit Agricole en quelques années, ce n'est pas possible. Donc, tous les produits bancaires que vous pouvez voir aujourd'hui chez nos confrères, on ne les a pas forcément en portefeuille. Le refinancement de caution, pour moi, c'est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui, sauf si je dis une bêtise, Guillaume, mais ce n'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Nous, ce qu'on invite à faire, et notre positionnement, c'est que ce qu'on propose à nos clients, c'est de voir dans Memobank à quel point on peut être complémentaire de vos banques traditionnelles. Si les banques traditionnelles savent faire du refinancement de caution, nous, on ne sait pas le faire, ce n'est pas un problème. On aura d'autres arguments pour être complémentaires. Mais ça, là-dessus, on ne sait pas pour l'instant. Je pense que Brice, tu peux peut-être répondre à la question de Toufik sur les financements pour les prêts aux startups. Alors, à partir de quel niveau de CA ou de chiffre d'affaires ou quel montant de levée peut-on solliciter un prêt chez Memobank pour une startup? Donc ça, c'est un produit qu'on a appelé Rocketpack qui nous permet de pouvoir accompagner des entreprises qui ont levé des fonds, des startups qui ont levé des fonds et de les accompagner sur de la dette bancaire. En fait, globalement, le niveau de chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait un chiffre d'affaires. En fait, ce qu'on va chercher sur ces entreprises-là, c'est des indicateurs de croissance. Donc, le niveau de chiffre d'affaires, je ne pense pas que ce soit un KPI le plus important. Ce qu'on cherche à regarder, c'est justement cette croissance sur les dernières années. Et ensuite, en termes de levée, ce n'est pas tant là le montant de la dernière levée, même si on voit bien que notre produit est ultra intéressant pour des entreprises qui ont levé entre 7, un peu plus de 7 millions d'euros, un peu plus de 7 millions. Et nous, ce qu'on cherche, en fait, c'est de regarder ce que la dernière levée permet à l'entreprise d'avoir comme matelas de trésorerie et comment est-ce que nous, on peut calculer justement le remboursement de notre dette là-dessus. Donc, évidemment, si vous avez une question là-dessus, un projet, quoi que ce soit, on peut en parler avec plaisir. C'est vraiment du cas par cas. Et puis, du coup, ça amène une question pour Com. Oui, c'est ça, j'ai à rebondir, merci. Tant qu'on est justement en train de répondre à Toufik, concernant les graphiques Agicap, oui, tout à fait, ils sont transmissibles aux banques. En fait, pour vous dire, c'est même la finalité de base des tableaux de bord que je vous ai présentés, c'est d'être une aide au reporting. Donc, tous ces graphiques-là sont exportables sous Excel, car certains partenaires aiment ce format-là. Et puis, ça permet aussi d'avoir le jeu de données qui se cache derrière chaque graphique présent
et pouvoir les faire vivre pour tester aussi des hypothèses en direct. Mais derrière, on peut en un clic aussi depuis Agicap tout de suite les avoir en PDF. Donc, plusieurs formations disponibles. Le reporting, c'est quand même le principe même de ces tableaux de bord. Donc, tout à fait, on peut le faire. Et j'en profite aussi sur les graphiques pour compléter ma réponse aussi pour Alexandre. J'y pensais parce qu'on a beaucoup parlé de la CAF et de comment on récupère la donnée, mais aussi finalement sur les deux autres graphiques que j'ai présentés aujourd'hui concernant les tableaux, les encaissements, les flux d'exploitation VS hors exploitation. Là, on va avoir en fait, Alexandre, en arrivant sur Agicap, une arborescence, donc des tableaux d'encaissement et de décaissement qui sont proposés par Agicap, par expérience, par notre expérience, selon votre secteur d'activité. Donc, on a vraiment des tableaux par secteur d'activité, mais avec votre formateur Agicap, justement, de mon équipe, vous allez être en visio, en individuel, hein, avec ces personnes-là, qui vont pouvoir, du coup, vous apporter des conseils dessus, faire de leur expérience aussi, et venir l'affiner, parce qu'on a rarement deux clients qui ont exactement les mêmes tableaux. On a forcément aussi des besoins d'affiner pour avoir plus ou moins de détails. Tout est une question de niveau de détail. Et grâce à ce détail-là, donc grâce à ces différents postes d'encaissement et de décaissement, on va être capable derrière de dire dans nos graphiques, voilà, je veux faire appel à uniquement telle et telle catégorie, car elles sont liées directement à mon activité. Elles ne reflètent pas finalement des flux qui pourraient être exceptionnels. Je ne vois pas d'autres questions. Si on n'a pas d'autres, je pense que ça va nous permettre de clôturer ce webinaire et d'en profiter pour dire un grand merci aux équipes d'Agicap qui ont aussi permis de préparer ce webinaire, et notamment un grand merci à Pauline qui était chez Agicap et avec laquelle on a pas mal travaillé. Et puis évidemment, un grand merci à Géraldine et à Priscilla côté marketing et chez MemoBank pour toute votre aide, pour tous ces contenus. C'était top de pouvoir réaliser ce webinaire. Un grand merci à tous les participants. J'ai vu, voilà, je sais qu'il y a pas mal de clients Agicap, j'en ai vu quelques-uns de notre côté aussi. Donc merci beaucoup pour tout votre soutien, pour votre présence. Merci à Guillaume. Merci Com, c'était un plaisir. Également, merci Brice pour tout ça. Et puis effectivement, on reste tous joignables. Vous avez pour tous les participants, tous les inscrits, vous obtiendrez un replay aussi par mail. Donc ça vous permettra de le revoir et de revisualiser à froid si vous le souhaitez dans les semaines, mois à venir. Et puis bien sûr, on reste joignable. Notamment, vous le connaissez avec Agicap, on a une bulle bleue directement sur l'écran qui vous donne accès à nos équipes. Donc si vous avez la moindre question qui arrive par derrière, on est là. Merci Christophe, merci Bernard, Alexis, Toufik pour votre bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Salut. Bonne journée à tous. Au revoir.